Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une transformation assez incroyable, celle de la femme africaine et des codes de séduction sur le continent. On va regarder ça depuis les années 1960 jusqu'à maintenant. Bonjour. Oui, c'est une évolution fascinante. Les documents qu'on a pu consulter montrent vraiment un passage d'un monde très structuré par la tradition à une réalité beaucoup plus complexe aujourd'hui, très influencée par la mondialisation, le numérique aussi. Exactement. Notre but, c'est de comprendre un peu mieux ces changements profonds. Qu'est-ce qui a vraiment bougé? Alors pour commencer, le contraste est saisissant. Années 60, on parle souvent de mariage arrangé. Ah oui? Une fécondité très élevée, on était autour de 6,8 enfants par femme en moyenne sur le continent. C'est énorme. Et la séduction, c'était surtout après le mariage. L'idée, c'était de garder son mari, surtout dans des contextes où la polygamie était fréquente. Rien à voir avec aujourd'hui où le choix personnel domine. La fécondité a beaucoup baissé. Et puis, l'éducation des femmes, leur indépendance économique, même si elle est émergente, ça change tout. Tout à fait. Sans oublier le rôle d'Internet et des réseaux sociaux. WhatsApp, par exemple, c'est devenu un outil relationnel majeur. Plus de 200 millions d'utilisateurs, c'est pas rien. C'est fou. Alors, qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Quels sont les moteurs de ce changement? Les analyses pointent principalement 4 facteurs. D'abord, l'éducation. L'alphabétisation massive a eu un impact énorme. Ensuite, l'urbanisation. Les gens ont bougé vers les villes, ça a créé de nouveaux modes de vie, de nouvelles rencontres. Logique. Troisièmement, la technologie, bien sûr. La communication numérique a tout changé. Et enfin, la mondialisation. Les influences culturelles venues d'ailleurs. D'accord. Pour bien saisir l'ampleur, revenons un instant aux années 60. La femme, son rôle était très défini par la communauté, n'est-ce pas, Vel? Complètement. Par la tradition. L'éducation, c'était souvent la transmission familiale, pas forcément l'école pour toutes. Et la séduction dans ce cadre, c'était comment? C'était pas pour trouver un mari, puisqu'il était souvent choisi par la famille. C'était plutôt pour le retenir, pour entretenir la flamme, on pourrait dire. Avec des outils spécifiques? Oui, des outils assez raffinés. On pense aux parures, comme les fameuses perles de taille, les bayas. C'était esthétique, mais aussi chargé de symboles, parfois même de protection. Intéressant. Et il y avait aussi les parfums, je crois? Ah oui, toute une culture olfactive. Le turaï, cet encens pour la maison, les vêtements. Chaque femme pouvait avoir sa signature. Ça crée une atmosphère, une intimité. Et la danse, la musique, tout ça jouait un rôle. Bien sûr. Dans les rituels, les cérémonies de mariage. Et il y avait souvent une vision, disons, sacrée de la sexualité. On peut penser à des figures comme Oshun dans la culture Yoruba, liées à l'amour, la sensualité. D'accord. Et puis la bascule s'opère, l'éducation progresse, L'urbanisation s'accélère. l'indépendance économique qui commence à être une aspiration. Voilà. Et tout ça nous mène à la femme africaine d'aujourd'hui, post-2000 en gros. Alors, le portrait change, plus éduquée, souvent citadine, on voit même une participation politique croissante, comme au Rwanda. Exactement. Et une fécondité bien plus basse. La séduction, elle, est devenue plus individuelle. Les codes occidentaux ont une influence, c'est indéniable. Et les lieux de rencontre, la ville, le travail, les études. Et surtout le numérique. Les réseaux sociaux. On parlait de WhatsApp, mais il y a tout le reste. Plus de 276 millions d'utilisateurs en Afrique en 2024. C'est là que beaucoup de relations commencent. C'est intéressant aussi de voir l'adoption de certains codes, comme le baiser sur la bouche. Apparemment, ce n'était pas si courant partout traditionnellement. Non, les sources le suggèrent. C'est un exemple de cette mondialisation des codes amoureux. Donc, si on résume un peu, on passe vraiment du collectif à l'individuel. Oui, Les relations se digitalisent, le choix des femmes est plus affirmé. mais ce n'est pas simple. Il y a des tensions, des paradoxes. Tout à fait. Comment on fait pour être émancipé tout en respectant certaines traditions? Comment on gère l'influence mondiale et l'identité locale? Le virtuel et le réel. Pire, un cadre, une profondeur, que certains trouvent moins présent dans un modèle plus individualiste. C'est une recherche d'équilibre en fait. Finalement, le tableau de ces 60 dernières années, c'est celui d'un bouleversement, d'une structure très communautaire. On est passé à un modèle beaucoup plus individuel, globalisé, numérique. Oui. Et le défi aujourd'hui pour les femmes, comme pour les hommes d'ailleurs, c'est immense. Comment on articule cet héritage culturel, qui est riche, avec les désirs de modernité, d'autonomie? Comment on intègre tout ça? Ça nous laisse avec une question pour l'avenir, non? Est-ce que la solution, ce serait pas une sorte d'hybridation réussie? Une synthèse? C'est une excellente question. C'est peut-être ça la clé.
Comment les jeunes générations peuvent puiser dans la sagesse ancienne, le respect, le lien, les rituels, tout en maîtrisant les outils d'aujourd'hui, la technologie, l'ouverture au monde, l'égalité, pour construire des relations qui aient du sens, qui soient épanouissantes, dans ce monde qui bouge tout le temps. Trouver ce juste milieu entre héritage et progrès. C'est sans doute un des grands enjeux pour l'avenir des relations sur le continent. Absolument.